Et voilà ta bière. Thanks very much, cheers. Et dis-moi, en fait, pour un anglais, t'as pas du tout d'accent, en fait? Ouais, c'est un peu bizarre, c'est une histoire un peu longue, je te la raconterai plus tard. Je peux la prendre dehors, il y a des amis qui m'attendent. Bien sûr. Ouais, cool. Cheers man, thanks. See you later. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Merde, shit. Yeah, good work man. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Yes! Et Yes! je te donne ce poème. Hello, hello, hello! Et Yes! je t'aime. Oh, good evening Paris, bonsoir Paris, ça va bien ce soir? Yes, hello, sit down, sit down, sit down. Thank you so much for coming here, thank you, wow, thank you. What I would like to do before we start the show is find out who you are in the audience, because often at the show I get people from all over the world, crazy, cool, beautiful, exotic countries, and French people too. So, let's see who we've got in the audience tonight. French people, make some noise! Allez, fermez vos gueules, ça va. Vous êtes trop nombreux les Français ce soir. Wow, okay, well let's try the non-French people. Make some noise! Okay, 3 people. Very cool. Well, hello to the non-French people. Hello, non-French people. I really like saying hello to non-French people because as a non-French person myself, it's very easy to say hello to non-French people. French people, if you're wondering how non-French people say hello to each other, it's very easy. We just go in, we say, hi, my name is Paul, lovely to meet you, and that's it. None of this kissing bullshit that you guys do, right? We don't know I've been here for 9 years. I've lived in France for 9 years. I still don't know what to do. I don't know, mademoiselle. When we meet for the first time, are we supposed to shake hands together? Is it 1 kiss, 2 kisses, 3 kisses, 4, 25 kisses, 67 kisses? I don't know how many kisses it is, and French people, you don't help us. I ask French people all the time, I'm like, hey, how many kisses am I supposed to give? I get the same answer every time. It's bah, Paul, it depends. It depends, la France est compliqué, Paul. It depends on many things. It depends on the situation, déjà. Is it a working situation? Is it a social situation, Paul? It depends if it's friends and family or complete strangers, Paul. It depends also the geographical location within the hexagon, Paul. It depends. Fuck you guys, okay? It shouldn't be that complicated to say hello to another human. And it's so complicated that even you guys don't know the system in France. Because I've seen French people saying hello to other French people and failing catastrophically. It's amazing to watch when you see it as a foreigner. You see 2 French people going in, salut, moi c'est pas... You don't know what you're doing either. No one can give me the answer. It depends. So I went to Google. I typed it into Google. How many kisses are you supposed to give? Google's response, bah, it depends, Paul. It depends. La France est compliquée, hein? It did give me a website, though. When I typed in, it gave me a website. It's a French website where it gives you a big map of France. And the idea is you can click on the regions and find out how many kisses you give in each of those regions. Who is the person who wasted their life to create this website? I want to meet the man. I want to meet the person who created this website, because it's not a great website, because when you click on the regions, it doesn't give you an answer. It gives you a pie chart of the percentage of people who have voted for how many kisses they give, because it's a voting system. That's how this whole thing works. It's insane, it's too complicated. Not only do they vote for how many kisses you do, they also vote for which side of the face do you start with. Do you start from the right? Do you start from the left? Which side? Because if you start from the same side, you're fucked, right?
You go in for it. Salut, moi c'est François. Whoa! What are you doing? That wasn't part of the plan. What's happening here? It's complicated. I find it more complicated for men. Men have a harder time than women. Like women, ladies, it's easy for you la bise. You do la bise to the guys and the girls. The guys, we do la bise to the girls, but then sometimes, and I don't know exactly at what stage of the relationship, we have to do la bise to another guy. Right, French guys, yes? Yeah. When? But it depends, fuck you! Front row, what's your name, my friend over here? Benjamin. Benjamin, fantastic. French? Oui. Benjamin, of course you're French. Benjamin. Ben, you've already done la bise to another guy before, you've already... Oui, okay. When's your personal limit? How do you make the decision? How do you know when do you sign the contract, Ben? When do you do it? Ça dépend. Oh. I've been told close friends. The answer I get quite often, les amis proches, close friends. Does that make sense? Yeah, close friends. Benjamin's, yeah, close friends. How close, Ben? Do you have to be inside of the guy before you do la bise with him? Ça dépend. It depends how much alcohol. After 1 beer, you do la bise, 2 beers, you fuck him straight away. That's it. That's how it works. Hey, we don't know what we're doing. English men, we've got no idea what we're doing because in England, men don't touch each other on the face with their face. Fists touch face, especially on a Sunday night. Pow! We like doing that. We like beating each other up for no reason, but kissing, we don't do it. And I didn't know that it was going to happen when I moved here because Lonely Planet doesn't mention it. There's nowhere in Lonely Planet where it's like, hey, Paul, one day you're going to have to touch another man's face with your face. Good luck. And it happened to me. It was a surprise. It was after like 6 months of being in France. I went in for the handshake with my friend Benjamin, who I'd known. He came in and gave me la bise. I was like, whoa, Benjamin, you need to slow down, my friend. You need to back the fuck up. You misunderstood this whole relationship, Ben. I like you a lot, Benjamin, but I'm not sucking your dick, Ben. It's not going to happen. Non, Paul, c'est pas ça, c'est l'amitié proche. Faut que t'apprennes la culture française si tu vas habiter ici, connard. So I got used to it. I got used to and comfortable that I had to touch other men on the face with my face. What was less comfortable was the fact that I had to keep a list of all the people that I've done la bise with. Because once you do la bise to somebody in France, you can never go back to the handshake, right? Because the person's like, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Pourquoi on se fait plus la bise? Je t'ai énervé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sorry, I forgot you were on my list of 3,000 people. And sometimes I add men to the list without wanting to add them to the list. It just happens out of social pressure. I'll be out with like 4 guys. 3 of them I know really well. I'm on beesing terms with these guys. The 4th one, not yet. But at the end of the night, when there's the 5 of us, I'm giving la bise to the 3 guys. I feel bad about not giving it to the 4th guy. So now I give him la bise. Now he's on my list forever. C'est compliqué la bise. Plus que compliqué, c'est une perte de temps. Les étrangers, nous, on trouve ça une perte de temps incroyable. Nous, individuellement, ça dérange pas la bise. Mais c'est quand il y a plusieurs personnes que ça devient compliqué, surtout dans les soirées. Moi, j'aime bien les soirées chez les amis. J'adore ça parce que l'alcool est gratuit, c'est cool. Mais en Angleterre, j'aime bien les soirées en Angleterre parce qu'en Angleterre, la seule raison que les soirées existent, c'est pour se bourrer la gueule le plus vite possible. Donc nous, on perd aucune minute en rentrant dans les soirées. Ça, c'est une soirée en Angleterre. Moi, je peux rentrer et je peux faire « Hello everyone, my name's Paul. Lovely to meet you collectively. I'm going to the fridge right now to get a drink. » Et depuis la première minute, on commence à boire. On boit, on vomit, on continue à boire. On passe une soirée géniale entre nous. En France, par contre, j'ai pas le droit d'aller au frigo tout de suite pour prendre ma bière. Non, à cause de la fucking bise. Ça, c'est une grosse soirée en France. Et ben moi, il faut que je rentre. Salut tout le monde, moi c'est Paul. Waouh, il y a plein de monde ce soir. Et ben on va commencer par ce côté-là alors. Comment ça va? Moi c'est Paul, enchanté, tu vas bien? Salut, moi c'est Paul, enchanté, comment ça va? Salut, moi c'est Paul, enchanté, comment ça va? Fuck you, Benjamin.
Salut Paul, enchanté. Attends, toi t'as des grosses lunettes en plus, il va falloir enlever les lunettes. Salut Paul, enchanté, comment ça va? Salut, moi c'est Paul, enchanté, comment ça va? Salut, moi c'est Paul, enchanté, comment ça va? Salut, moi c'est Paul, enchanté. Toi t'as enlevé les lunettes toute seule, bah super. Moi c'est Paul, enchanté, comment ça va? Salut, moi c'est Paul, enchanté, comment ça va? Bah on a le temps de continuer ça. Salut, moi c'est Paul, enchanté. Toi tu veux pas? Ouais. Hey, c'est l'enfer votre truc. Et le pire, c'est qu'on va même pas parler à tous ces gens-là dans la soirée. On va juste rester entre 3 personnes, mais obligatoirement, il faut dire bonjour à tout le monde individuellement. Je pensais que c'était fini. C'est pas fini. Parce qu'une fois qu'on est déjà dans la soirée, on a notre bière, on profite, et il y a un nouveau connard qui rentre. Tout le monde s'arrête pour encore une fois faire la bise. Encore une fois, pas... 3, fuck you. Toujours pas fini, je pensais que c'était fini. Non, parce que si c'est notre anniversaire, on invite des gens chez nous, ils ramènent des cadeaux, ça c'est sympa. Mais à la fin de la soirée, il faut ouvrir les cadeaux devant tout le monde parce que c'est une petite compétition pour savoir qui a ramené le meilleur cadeau. Une fois qu'on a ouvert le cadeau devant tout le monde, eh ben on recommence. Eh ben merci pour le cadeau, vraiment top. Thank you for the present. Merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau, super le cadeau. Merci. Merci pour le cadeau, super. Merci pour le cadeau. Ton cadeau, c'était de la merde, Benjamin. Merci pour le cadeau. Super, cet anniversaire est vraiment nul en fait. Merci pour le cadeau. Thank you for the present. Oh, thank you. Merci pour le cadeau. Vraiment top le cadeau. Thank you for the present. Les chaussettes, c'est toujours ce que je voulais. Les chaussettes, c'est génial. Merci pour le cadeau. Je pensais que ça s'arrêtait là. Ça s'arrête toujours pas là. J'ai fêté le 31 décembre dans une soirée à Paris. New Year's Eve. Tout le monde passait un moment génial jusqu'à un gars qui fasse « Hey, tout le monde ! 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Happy New Year! Bonne année, on va recommencer ça. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ben. Fuck it, it's the new year, man. Let's start again. Happy New Year, Ben. I'm so sorry. Happy New Year, Ben. La santé, tout ça, la santé, c'est hyper important, Ben. Happy New Year, Ben. Je pensais que c'était terminé là. C'est toujours pas terminé. Parce que si tu veux quitter la soirée, eh ben tu recommences une dernière fois. Merci d'être venu à la soirée, vraiment top. Thank you for coming. Thank you, merci. Merci, à la prochaine, tu sais. On s'est même pas parlé de toute la soirée, mais je te touche plus que je touche ma femme, donc c'est incroyable. Hey, j'ai juste envie de boire une bière, mais j'ai pas le temps dans vos soirées de merde. Donc maintenant, je rentre dans les soirées françaises et je fais « Salut tout le monde, moi c'est Paul, enchanté !» je suis très malade. So fuck all of you, I'm going to the fridge to get a beer! Ah. Sauf qu'en revenant de la cuisine, tout le monde dans le salon me regarde un peu comme si j'avais chié dans les apéricubes. Ils sont là, Paul, non, mais non, Paul, non, tu peux pas juste aller au frigo comme ça, prendre ta bière et commencer à boire. Why not, Benjamin? Pas poli. Ah, c'est pas poli, parce que ouais, moi j'avais oublié que légalement, il faut trinquer tous les connards individuellement avant de pouvoir prendre sa propre bière. Ben, Santé, chin chin, on la tienne over here, Santé, chin chin, on la tienne, Santé, croise pas les bras, Santé, chin chin, on la tienne. Hey Ben, the eyes, tu m'as pas regardé dans les yeux, Benjamin? T'es malade ou quoi, les yeux? 7 years of bad sex, Benjamin! 7 years of bad sex? Who invented that rule? The same guy who invented the website. I think that's the same guy. Donc ça, c'était la première question que j'avais pour les Français. C'est comment est-ce que je dis bonjour? C'est très compliqué. La première question que les Français, ils ont pour moi, c'est Paul, comment ça se fait que tu parles si bien français? Parce que pour un Anglais, en général, les Anglais, quand vous parlez français, vous parlez comme des grosses couilles. Et c'est vrai. C'est vrai que les Anglais, normalement, on est là, ouais, bonsoir, comment ça va? Voulez-vous coucher? Enchanté! Dans cet ordre-là, en plus. Donc, je comprends la question. Je comprends pourquoi les gens, ils se posent la question sur mon accent. Mais je suis vraiment britannique, 100% britannique. Ma mère, elle est irlandaise du côté nord. Mon père, il est anglais. Je suis né là-bas, donc je suis 100% alcoolique. C'est juste que j'ai eu la chance de vivre en France pendant 5 ans quand j'étais tout petit. Et quand on est tout petit, on est un peu une éponge au niveau de l'accent.
Donc du coup, j'ai pas trop d'accent quand je parle français, mais je fais énormément de fautes. Parce que la langue française, c'est une langue de merde. Que même vous, les Français, vous savez pas parler correctement. Parce que je vous vois entre vous vous corriger. Ça, c'est incroyable. Quand t'es étranger et tu vois un Français qui ouvre un email d'un autre Français qui fait « Oh, il a pas bien conjugué le verbe, il sait pas parler français, lui !» Mais c'est quoi ça? Si la langue, elle est compliquée pour vous, pour nous, elle est impossible à maîtriser à 100%. Donc, je fais des fautes, je continue à faire des fautes, mais des fautes de base. Je fais pas les mêmes fautes que vous, les francophones. Moi, je fais des fautes de base, des fautes d'anglophones, en fait. Mais des fautes d'anglophones sans l'accent anglophone, ça passe pas du tout. Et je me suis rendu compte que les Français, quand je fais des fautes de base avec cet accent-là, vous pensez pas que je suis anglais qui parle très bien français. Vous pensez que je suis français, mais con. Et je vois la tête des gens devant moi qui bug, ils savent pas, ils sont là, non, je comprends, non. Ils savent pas pourquoi je fais des fautes sans accent. La première fois que j'ai vu quelqu'un bugger devant moi, c'était dans une boulangerie où je suis rentré, j'ai dit « Bonjour madame, je vais prendre une baguette, 2 pains au chocolat et une croissant s'il vous plaît. » Fuck you. Ouais, parce que la femme, elle a bugué, elle a rigolé, elle a fait une croissant, une. Geneviève, viens par là, il y a un teubé et on va se moquer de lui. Une croissant. Donc là, je suis passé pour un con. Je voulais pas. J'ai essayé d'expliquer ma situation. J'ai essayé de dire non, en fait, c'est parce que je suis anglais. Mais j'ai vécu en France quand j'étais tout petit. Et quand on est petit, on est une éponge au niveau de l'accent. Là, elle s'en foutait complètement. Elle était là, ouais, c'est ça, une croissant. Donc j'ai repris un faux accent. J'ai dit « Oh, désolé, en fait, c'est parce que je ne viens pas d'ici. C'est pour ça que mon français, c'est de la merde. Désolé, je viens pas d'ici. Désolé. En fait, je viens de la Belgique. C'est pour ça que mon français, c'est de la merde. Désolé. » Oh, bah ça s'explique. Tiens, ta croissant. Un chouquette avec ceci. Donc je passe pour un con. Ça m'arrive quasiment tous les jours, mais ça fait 9 ans maintenant que j'habite en France. Et j'assume le fait de passer pour un con. J'ai arrêté d'expliquer la situation. Ça me dérange plus. J'assume. Par contre, ma femme française, elle assume pas du tout. C'est elle maintenant qui se sent obligée d'intervenir et expliquer mon histoire quand moi je passe pour un con. Parce que si je passe pour un con, bah elle passe pour quelqu'un qui a marié un con. Et ça, c'est pas possible. Et on était dans un magasin de bricolage pour faire des travaux dans l'appartement et je connaissais pas à l'époque le mot carrelage. Le mot carrelage, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire parce que quand j'étais petit en France, j'avais jamais eu besoin d'utiliser le mot carrelage. Donc je connaissais pas ce mot-là. On était là avec le vendeur dans le magasin de bricolage qui dit « Oui, pour le carrelage dans la cuisine, est-ce que vous savez ce que vous voulez comme motif ?» Moi j'ai répondu « Bah c'est une très bonne question, monsieur. Qu'est-ce que c'est le carrelage ?» Non. Le mec, il bug devant. Ma femme, elle fait non, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas un con, en fait. J'ai pas marié un con. En fait, lui, c'est un Anglais qui a vécu en France quand il était petit. Et quand on est petit, on est une éponge au niveau de l'accent, d'accord? C'est pas un con, t'es pas un con. Dis-lui que t'es anglais, Paul. Non, moi, je suis français, mais je suis con. Voilà, j'assume. Donc je passe pour un con et ça m'énerve vraiment profondément parce que j'ai vraiment fait un effort pour bien parler français. Parce que vivre dans un pays quand on est tout petit pendant 5 ans, ça suffit pas. Il faut continuer à apprendre, à utiliser une langue, vraiment à bien pratiquer pour la maîtriser. Et j'ai fait ça. J'ai même fait des études à l'université en français. Et quand on étudie le français en Angleterre, on est obligé de partir pendant 1 an pour s'améliorer dans la langue. Et comme j'avais déjà un peu vécu en France, je voulais découvrir autre chose. Donc pendant 1 an, j'ai décidé d'améliorer mon français au Québec. Ouais, mais personne m'avait prévenu en fait que c'est pas là où il faut s'améliorer en français. Et je me suis rendu compte très vite que partir au Québec s'améliorer en français, c'est un peu comme partir en Angleterre s'améliorer en cuisine. On a les mêmes ingrédients mais on fait n'importe quoi avec. Et à l'époque, pour financer mes études, je travaillais chez Apple dans les Apple Store. Et mon poste à l'intérieur de l'Apple Store, c'était la personne qui est responsable pour les clients en colère. Sauf que les Québécois en colère, j'étais pas du tout prêt pour ça. Le premier jour, j'arrive, il y a un client énervé qui vient me voir, il a un iPod dans sa main, il vient me voir et il me fait « Ben là !» Et là, tout de suite, j'étais perdu. Tout de suite, j'ai aucune idée de ce qui se passe.
c'est pas du français pour moi. Donc j'écoute, il me fait pas, là, cette affaire-là, ça marche-tu chez Windows, câlisse? Parce que tabarnak, j'ai pogné cette mode-là, c'était dispendu, un Chris, ça marche pas entre toi, là, tu vas m'arranger ça tout de suite, OK? Désolé, moi je viens de la Belgique en fait, mon français. Vous l'avez vu coucher? Donc l'accent français là-bas, c'était difficile, l'accent québécois. C'était aussi l'accent anglais, aussi bizarrement l'accent anglais. J'ai dû changer mon accent britannique pour un accent américain quand je parlais anglais, parce qu'ils ne me comprenaient pas au début. Au début, je me présentais, je disais bonjour, je m'appelle Paul Taylor, because Paul Taylor is how I say my name in my normal English accent. Hi, my name's Paul Taylor. Right? Bonjour, je m'appelle Paul Taylor. Eh ben, je comprends pas. Mais tu peux-tu l'écrire, s'il te plaît? Ben ouais, P-A-U-L, plus loin, T-A-Y-L-O-R. Oh, Paul Taylor, là, c'est facile, quoi, tu m'as pas dit ça avant. Paul Taylor, tu t'appelles Paul Taylor, c'est facile, ça. Donc j'étais obligé de tout changer, de dire « Salut, moi c'est Paul Taylor, enchanté », pour qu'ils me comprennent. Et maintenant que j'habite en France, c'est pire, je suis obligé de parler anglais avec votre accent de merde. Je suis obligé de me présenter « Salut, moi c'est Paul Taylor, salut, enchanté ». Paul Taylor, c'est ça, Paul Taylor. Taylor, T-E, accent aigu, L-O-R, c'est ça. C'est cool, Paul, tu viens de l'Angleterre. Tu viens d'où exactement? Je viens d'une petite ville dans le sud-est de l'Angleterre qui s'appelle Canterbury. C'est marrant. Et là, les Français, ils font « Ah ouais, je connais. C'est là où ils font le chocolat, c'est ça, hein? » Le chocolat? Oh, Cadbury! No, Cadbury, Canterbury. There's a T. Il y a un T. Canterbury? No? Canterbury. Fuck it. Canterbury, ça va mieux? Ah oui, Canterbury. Maintenant, sans ton petit accent prétentieux, je te comprends, là. C'est pas un accent prétentieux, c'est mon vrai accent, connard. Ouais, c'est ça. Donc, je suis obligé de dire, je m'appelle Paul Taylor, je viens de Canterbury. Voilà. Et au début, il y avait un truc bizarre qui se passait. À chaque fois que je me présentais, j'ai dit « Salut, je m'appelle Paul Taylor ». Il y avait toujours un Français qui faisait « Ah, my Taylor is rich !» Là, vous rigolez parce que vous comprenez la blague. Moi, je la comprenais pas au début. Parce que c'est pas une phrase qu'on utilise en anglais. « My Taylor is rich ». Ça veut rien dire. Donc, j'ai vérifié pourquoi les gens ils se foutaient de ma gueule. J'ai trouvé que c'était une phrase dans un livre d'apprentissage d'anglais qui s'appelait Assimile. Assimile, apprentissage d'anglais. La première version, la première phrase, c'était « My Taylor is rich, but my English is poor ». Le pire, c'était la traduction en dessous. C'était « Désolé, je ne parle pas anglais ». Mais il n'y a aucun rapport entre les deux trucs, en fait. Mais c'est là où je me suis dit « Ah, je comprends maintenant pourquoi le niveau d'anglais en France, il est nul. C'est parce qu'on vous apprend des phrases qui ne servent à rien. Right? Benjamin, t'as déjà été dans un pays anglophone? Ouais, le tien. Ouais, le mien. Ouais, le tien. Oh, ouais. Pays de merde. Est-ce que t'as déjà utilisé la phrase là-bas « My Taylor is rich » ? Non. Est-ce que tu as déjà utilisé la phrase « Brian is in the kitchen » ? Non plus, tu l'as pas utilisé. C'est des phrases qui ne servent à rien. Il faut apprendre des phrases qui servent à quelque chose, genre « It's my round », c'est ma tournée. Ça, c'est utile comme phrase à apprendre. Mais si le niveau d'anglais en France, il n'est pas top, c'est aussi à cause des profs d'anglais en France. Parce que j'ai appris que les profs d'anglais en France, c'est pas toujours des Français. Enfin, des Anglais plutôt. C'est pas des Anglais, c'est souvent juste un mec qui s'appelle Jean-Pierre, en fait, qui t'enseigne l'anglais. Et il t'accueille dans sa classe. « Hello everybody, welcome to the English class. Today we will learn the perfect English together. My name is Jean-Pierre, but today you call me John Peter, OK ?» Donc les profs, ils ont un sale accent. Mais la vraie raison pourquoi le niveau d'anglais en France, il n'est pas top, c'est à cause de vous, les Français. Parce que vous vous jugez entre vous quand vous parlez anglais. C'est un truc incroyable, j'ai jamais vu ça ailleurs. Les autres pays où j'ai vécu, si quelqu'un parle une autre langue, les gens ils sont vraiment admiratifs. C'est genre, wow, you speak another language, congratulations. The world is open to you, you will get jobs in other countries. You're winning at life, congratulations. En France, à chaque fois que j'ai entendu un Français
qui essaye de parler anglais avec un accent correct, il y a toujours un autre Français à côté qui le juge, qui fait « Oh, mais qu'est-ce qu'il se la pète avec son petit accent là ?» Il a dit iTunes, c'est iTunes, on est d'accord? Donc vous vous jugez entre vous. Et je trouve ça dommage parce que quand on se sent jugé, on a peur de vouloir parler. On se sent jugé, on n'a pas envie de parler parce que l'autre il va nous juger. Donc j'ai envie de dire, arrêtez de vous juger entre vous, comme ça le niveau d'anglais il va peut-être augmenter. Chaque fois que je dis ça, il y a un silence total dans la salle. Parce que vous êtes là, non, ta gueule, Paul. Nous, on aime bien se juger. Tu vas pas venir ici changer notre culture quand même. Donc continuez à vous juger, je m'en fous. Mais je comprends aussi la peur, la honte de vouloir essayer de parler anglais parce qu'il y a des mots anglais qui sont vraiment très difficiles à prononcer quand on est francophone. Et j'aime bien poser la question au public tous les soirs. Pour vous, les francophones dans la salle ce soir, c'est quoi les mots les plus compliqués à prononcer en anglais? Canterbury. Canterbury. Okay, Canterbury, what else? Through. Like through something. Through. There's too many H's, a GH in there. Okay, any other words? Schedule, yeah, schedule, planning. On va dire planning parce que voilà, c'est plus simple. Other words? Heather. Which? Heather. I think you're proving the point. I often get squirrel. Squirrel is a word that where's squirrel? Squirrel is a... Here's the interesting thing about the word squirrel. The word squirrel in English is impossible for French people to pronounce. But the French word for squirrel is impossible for English people to pronounce. Have you heard an English person trying to say the word écureuil? It doesn't work. Écureuil? There's a conspiracy with the squirrels. I think that's what it is. There's a conspiracy. They don't want us to say their word in another language. Because I learned the German word for squirrel is something like Eichhörnchen. Do we have any German speakers in the room tonight? Anybody that speaks German, shout out. Eichhörnchen. That's it. There's a conspiracy with the squirrels. There's a conspiracy with the squirrels. There's also a conspiracy in France with one of your telephone operators that English people can't pronounce. We moved to France. We're super excited. Like, wow, cool. I've moved to France. I need to buy a phone. What are my options? Well, you've got Orange, you've got SFR, and you've got Boogers. Right? No? Baugues? Boogies? Non, Paul, c'est bouille. Fuck off, it's too complicated. Je crois que vous avez créé ce réseau-là exprès pour vous, les Français. Vous avez un rabais de 50% si vous prononcez bien le truc. So French is difficult as well, but I think English is more difficult. And the reason I have this thought is that my wife, she is French. We've been together 9 years. Her level of English is incredible. She speaks amazing English, but she still has problems pronouncing certain things, specifically the letter H. Right? In English, she takes the letter H, she adds it to words where there's no H required. But then she takes it away when the H is required. So words like happiness turn into happiness, which sounds like a penis, and things get very awkward very quickly between the both of us. The hardest thing that I have with the H, though, is I can never tell the difference with my wife whether she's angry or whether she's hungry. It sounds the same when she's like, "But I'm so hungry right now!" So I found the solution. What I do is I make her dinner and I apologize at the same time. It's the only solution I found. And thank you. And she came back from work the other day. She came back, she goes, "But I'm so hungry that I could eat something." So I went straight to the kitchen. I started making dinner in the kitchen, and she goes, "Non, t'es con ou quoi?" I'm like, "Well, sorry, you said you were hungry and you could eat something, so I don't understand." What are you doing? "But I said I'm so hungry that I could eat something." "Yeah, I'm making you dinner." "No, I said I'm so hungry that I could eat some." What she was trying to say was that she was so angry that she could hit something. But she moved the H to the other word. "I'm so hungry that I could eat something, you know, but no, I don't know. Give me a break. Learn better English."
So she wants to learn better English. She wants to improve her level of English. Mainly because if we ever have a child, I could never have a kid walking around my house being like, Daddy, can we go to the park, please? Not with that accent, you're not fucking going anywhere. Learn better English, child. Can't do it. So in order to avoid that, she wants to improve her pronunciation in English, and we often ask English teachers for any help that they have with pronunciation. Do we have anybody that teaches English tonight? Any English teachers in the room? Yes, over here, what's your name? Mina, fantastic. Where are you from, Mina? Paris, ok. Donc, welcome to the English class. C'est un peu ça, en fait. He's English. Oh, ok, that's it. Ouais, parce que mon mari, il est anglais, donc moi, j'ai le droit d'enseigner de l'anglais. C'est comme ça que ça se passe. Mina, when people come to you for help with, like, tips and pronunciation, what kind of help do you give them? What tips do you give them? None. Démerdez-vous, les Françaises. One of the tips that I've been told from an English teacher is repetition often helps. If you find, somebody said, Paul, if your wife has got a problem with the letter H, find a phrase that's got some H's in it, you say it correctly, she repeats it after you, and then it's great. I was like, okay, cool. So I found the phrase, hello, how are you? There's 2 H's at the beginning of that phrase. It's an easy phrase. So I was like, honey, this is how you say it correctly. Hello, how are you? Now you say it. And she goes back, hello, how are you? I'm like, that, you've missed both of the H's. There's only 2, you've missed both of them, try again. She goes, okay, hello, how are you? That's 3 H's, what are you doing? Take one of them away, try again. Okay, hello, how, no, hello, no, you know what, Paul, fuck you, you English bastard! Yeah, because that you understand every time, huh? Asshole. Donc ma femme, elle se pose plein de questions sur la langue anglaise. Moi, je me pose plutôt des questions sur la culture en France, parce que même si je parle très bien la langue, il y a des choses que je comprends pas. Par exemple, j'ai pas compris l'obsession en France que vous avez avec les culs. Surtout, insérez des choses dans vos propres culs quand vous êtes malade. Les suppositoires. Mais c'est quoi les suppositoires? C'est incroyable, les suppositoires. Vous en avez trop. En Angleterre, ça n'existe pas, les suppositoires. Nous, les médicaments, on les prend dans la bouche. Tous. Mais j'ai l'impression, en France, on fait « Achoo, get in there now, go, 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 go !» Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est plus efficace, en fait. Ah bon? Bah ouais, c'est plus efficace. Vous mettez plein de trucs dans vos culs. Aussi, quand vous êtes malade, le thermomètre, pour prendre la température, il va dans le cul. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes les seuls à faire ça. Et je vais tester cette théorie ce soir. Au début du spectacle, il y avait des gens qui sont pas français. What countries do we have in the room? What countries? Where are you from? UK. Where do you put the thermometer? In your mouth. Okay, what are the countries? America. Where do you put the thermometer? In the mouth. Okay, what are the countries? Mexico. Where do you put it? In the mouth. What are the countries? Finland. Where do you put it? In the armpit. What else? Belgique, where do you put it? So it is just French people then. You're the only people that do it in the ass. Le pire, c'est que mon pote, l'excuse qu'il m'a donnée, il m'a dit, ouais, Paul, moi je mets ça dans le cul. J'ai fait, c'est un peu bizarre ton truc. Il fait, non, Paul, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, si tu mets ça dans la bouche, en dessous du bras, en fait, c'est pas précis comme température. C'était ça l'excuse qu'il m'a donnée. Ouais, c'est pas précis, Paul. Je dis, comment ça, c'est pas précis? Il dit, non, c'est pas du tout précis. Parce qu'en fait, si tu mets ça dans la bouche ou en dessous du bras, si tu veux que ça soit précis, faut que tu ajoutes 0,5 degrés à chaque fois. Ben, faisons ça alors! Non? Moi, ça me dérange pas du tout de faire un peu de maths si ça m'évite de mettre un truc dans le cul à chaque fois que je suis malade. C'est quoi ça? C'est pas précis. J'étais malade récemment à la maison, j'ai pris la température à l'anglaise en dessous de la langue. Ma femme, elle rentre, elle fait « Non, Paul, tu peux pas faire ça, c'est pas précis, je sais. Je vais ajouter les 0,5 après, t'inquiète. » Fait « Non, c'est pas trop ça le problème, Paul. C'est qu'il y a 15 jours, moi, j'étais malade. » Oh, et le chat aussi, donc double peine pour toi.
Donc maintenant, je suis obligé de mettre le thermomètre dans mon cul à chaque fois que je suis malade, juste au cas où, just in case. Et franchement, c'est hyper agréable. Mais je sais pas pourquoi vous avez inventé l'excuse. Ouais, c'est pas précis, it just feels fucking great, that's why you're doing it. Right, Benjamin, you fucking love it. It depends. Ma femme, elle m'a sorti cette phrase, elle m'a dit « Ouais, il y a 15 jours, j'étais malade. » 15 jours, c'est une expression que j'entends partout en France, tout le temps. Right? 15 jours, 15 days, ça veut dire 2 semaines en France. 15 jours, on va partir en vacances pendant 15 jours. T'as 15 jours pour récupérer le colis à la poste. 15 days, 15 jours, 2 semaines. Vous avez un peu du mal à compter en France. Benjamin, c'est quoi 7 fois 2 ? 15. C'est ça. 7 fois 2, c'est bizarre. 7 fois 2, c'est 14. Right, 14. Mais je sais pas pourquoi en France, en une semaine, il y a 7 jours, effectivement, mais en 2 semaines, il y en a 15. C'est pourquoi, Ben? Non, it depends, it depends. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on dit 15 jours au lieu de 14 jours ou 2 semaines? C'est un problème de piqué d'intervalle. C'est un problème de piqué d'intervalle? Ouais. Lui, il a trop bu, on a donné trop de bière. Piqué d'intervalle? C'est une bonne excuse, ça c'est la meilleure excuse que j'ai jamais eue. L'excuse que j'ai d'habitude, c'est Paul, c'est la moitié d'un mois. Mon pote, j'étais énervé contre lui, je me dis, mais vous êtes con, vous savez pas compter en France? Il me dit, Paul, si on sait compter, on dit 15 jours, parce que c'est la moitié d'un mois. Et je dis, ouais, mais en fait, il y a combien de mois dans l'année où il y a exactement 30 jours? Et mon pote, il me fait, bah tu sais quoi, Paul? En fait, vous savez pas compter, c'est ça la réalité. La preuve que vous savez pas compter en France, c'est qu'à la télé française, il y a des choses qui n'ont aucun sens au niveau des chiffres et des numéros. Il y a une émission à la télé française qui s'appelle 7 à 8. Elle commence à 6h15. 50 minutes inside, ça dure 1h15. TF1, c'est sur la 1, France 2, la 2, France 3, la 3, France 4, 14. Vous savez pas compter, en fait. C'est des choses qui ne sont pas logiques. Un autre truc qui est pas logique, c'est avec les films en France. Surtout les titres de films, surtout la traduction des titres de films anglais. Les autres pays où j'étais qui ne parlent pas anglais, de langue maternelle, ils prennent le titre anglais des films, ils traduisent ça dans leur propre langue, ou ils gardent le titre original anglais. Et en France, vous avez fait « Non, nous on aime bien emmerder les Anglais ». Donc pour nous emmerder, vous avez pris les titres anglais des films, au lieu de créer un titre français avec, vous avez recréé un autre titre anglais qui n'a rien à voir avec le film, ni le titre original. Par exemple, le film The Hangover. C'est quoi le titre de ce film en France? Very Bad Trip. Ou Very Bad Trip, j'ai entendu là-bas la prononciation bien correcte. Very Bad Trip. Very Bad Trip. Very Bad Trip, en anglais, ça veut dire un très mauvais voyage, littéralement. C'est genre, tu prends l'avion, il y a un bébé à côté de toi qui pleure. That's a very bad trip. Rien à voir avec le film ni le titre original. Et il y en a plein comme ça. Il y en a un qui s'appelle Thanks for sharing. Merci d'avoir partagé. Mais le vrai titre français, c'est Sex Therapy. She's funny that way. Le titre français, c'est Broadway Therapy. Silver Linings Playbook. Le titre français, c'est Happiness Therapy. I figured it out. You just need therapy. You're crazy people. Happiness therapy, as my wife says, but happiness therapy. My penis is fine. There's no therapy required on any of that. Calm down. L'autre jour, ma femme, elle fait Paul, have you seen the film In Pursuit of Happiness? In Pursuit of a Penis? No, I've not seen that film, but it sounds incredible. Just somebody looking for a penis. I'm in pursuit of a penis. Can somebody say... Pursuit of happiness. There's an H in front. Mais en français, ça fonctionne pas non plus. À la poursuite du bonheur. Bonheur en anglais, si tu dis bonheur, in the pursuit of the... Basically, it's a porno. On m'a dit que c'était une question de niveau d'anglais. Peut-être. Maybe. Maybe it is a question of levels of English. I don't know. What is true, though, is that Europe has different levels of English all across Europe. It's really interesting, right? The northern European countries, their level of English is incredible. It's outstanding. They speak perfect English. They're very humble as well. They don't show off that they speak perfect English. This is a little bit annoying as an English speaker when you go there for the first time. I went to Sweden. I was looking for a bank. I needed to withdraw some cash. I stopped a Swedish guy in the street and I said, "Excuse me, do you by any chance speak English?" And the guy said, "Oh yes, but just a little bit."
So in my mind, somebody that speaks a little bit of English means I need to slow down everything I'm saying and exaggerate all of the hand movements so they understand, like an idiot. So I'm stood in front of this guy like a clown, being like, oh, can you tell me where the nearest bank is, please? I need to withdraw some cash, an ATM with my card to withdraw some cash. Can you tell me where the nearest bank is, please? And the guy just went, yeah, mate, basically, head down the street over there, you take a right, you take a left, there's an intersection there, there's an edifice on the corner, the edifice is the bank. Well, fuck you, a little bit of English. This guy speaks better English than I do because I didn't know the word edifice existed in English. I had to look it up. It exists in English. This guy's now teaching me English. Oh, just a little bit. Don't be so humble up in the north because the south of Europe, it's the complete opposite problem. The level of English in the south of Europe is generally shit, but everyone thinks they're bilingual, right? Incredible. I went to Spain, same thing. I stopped a guy in the street in Spain. I was like, excuse me, do you by any chance speak English? But yes, of course I speak English. I am from Madrid, por supuesto. How can I help you? Sorry, you speak English? But yes. Perfect. I'm looking for the nearest bank. Can you tell me where the nearest bank is, please? I need to withdraw some cash and get some... ¿Pero qué dices? Hombre, tienes que hablar con más despacio porque yo no entiendo nada de lo que estás diciendo. La paella, la tortilla, la sangría. Vamos a la playa, ¿no? No. What's cool about the fact that we all speak different English is it means we all have different voices, we have different accents, exotic, sexy accents. We wouldn't have that otherwise, right? Life would be boring if everyone spoke like the Northern European countries. We wouldn't have, like, the French accent. The French accent worldwide is known as the sexiest accent on the planet. And that's the only reason, by the way, that French people and English people get together in a relationship. It's the only reason. It's just we like each other's accents. Every relationship starts as like, ooh la la, oh, take me now, let's go. Yes, that's it. That's it. Then we get to know each other after that initial thing. The Italian accent. The Italian accent. When Italians speak English, it's super sexy. They just need to open their mouth. Ciao, my name is Valentina. Oh, fuck me now, let's go. Oh, you just want sex with the voice. What a voice. And I went to Rome recently, and I took a train from Rome airport to the city centre, and they have these machines at the airport where you can buy the tickets. And like every international city, you can choose a language on the machine to buy the tickets. Except the machines in Rome, they speak to you, they have a voice inside the machine. I hit the English button, I'm not joking, the machine went, how many tickets would you like? Even the machine has got an accent. Oh, please enter your card. What is the PIN number? Oh, I want sex with a machine now. What is going on? And for some people, the English accent can be sexy. I had no idea that the English accent was sexy until the first time I went to the United States. The first time I went to America, I went to California. I got sent out there for a work trip. I was still working at Apple. Their headquarters are in California. I walked in to a Starbucks in California, and I ordered a cup of tea, right? And I walked in, I said, hello, I'd like a cup of tea, please. The woman lost her shit. She just went, oh my God, I love your accent. It's so adorable. Say it again. I'm not a fucking monkey, okay? But I will have a cup of tea, please. Oh, so adorable, so cute. Where are you from, Australia? No, I'm not from Australia. I'm from London. London, England? What a strange question to ask. It's like, no, I'm from London, Nigeria. Check this out. Of course I'm from London, England. What are you talking about? But I had no idea that in America, in the US, you guys say the city and the country. It's like a thing, city, country, because within the US, it's city and the state, because there's many cities in America that have the same name, they're in different states. I found this out when I got introduced to a colleague of mine at Apple. He introduced himself, he goes, hi, my name's Khalil, I'm from Raleigh, North Carolina. Well, that's great information, Khalil. Except I don't know where either of those places are. It's not helping my geography.
Woman in Starbucks is crazy. Oh my God, London, England. I went to Paris, France, Rome, Italy, Barcelona, Spain, Stockholm, Sweden. We flew to Sydney, Australia. We stopped in Singapore. Oh, right, Singapore. What's your name? Because, well, let me explain how Starbucks works. What we do is we take your name, we write it on the cup over here, and when your drink is ready over there, we call your name to avoid all confusion with all the other customers that are in the store right now. I know how Starbucks works. I know that you think I live in Game of Thrones, but I've been to a Starbucks before. Don't worry, it's fine. You're adorable. Okay, what is your name? Because is your name Harry? Because you kind of look like Harry Potter, you know, the glasses, the British accent. I go, no, my name isn't Harry, my name is Paul. Then she asked me a question I've never been asked by a native English speaker. She goes, Oh, Paul, how do you spell that? how do I spell Paul? Oh, this is gonna be fun. So I go, have a guess, how do you think it's spelled? And she goes, oh, I don't know, Pole, like P-O-L-E, right? Oh, you understood pole, like a pole, like one of these. This is a pole. This thing here is a pole, like Pôle emploi in France. That's how she thought my name was spelled, Pole. I'm like, no. I know in my voice it sounds similar. Paul, Pole, Paul, Pole. But how many people in reality have you met in your entire life who are called Pole that you thought that could actually be somebody's name? No, it's Paul, like Paul McCartney, Paul Young, P-A-U-L. Oh, Paul. I'm so sorry it was your accent. I'm like really excited. I don't know what to do with myself. I'd never had a problem really with the spelling or the pronunciation of my name in an English-speaking country. In Spain I have. Every time I go to a Starbucks in Spain, they go, hola, ¿cómo te llamas? I go, hola, me llamo Paul. And Paul in Spanish has to be written P-O-L, because Spanish is an incredible language where you write it exactly as it sounds. There's no messing around. It's not like English. You know, when you try to spell the word thoroughly, you're like, T-H... Spanish is so easy, so Paul has to be spelled P-O-L. There's no other choice. So if I want them to spell my name correctly in Spain, now I go and I go, hola, me llamo Paul. It's like Raúl, but with a P. Muy bien. Paul. Vale, muy bien. Chai latte para Paul, por favor. Muy bien. It's mental. I love it though. French people in the room, do you understand Scottish people when they speak English? Nor do we. We've got no idea what they're saying either. It's impossible. They just sound angry all the time. Hello! Because the weather is shit up there. That's why they're so angry. Les Français, vous êtes là, ouais, en Angleterre, il fait un temps de merde. Go to Scotland. It's worse. So they're angry. What I love about the Scottish voice, though, is it's amazing when you need to be angry because people will listen to you in a Scottish voice. French people, if you're learning English, I highly recommend that you learn the Scottish accent because people will listen to you when you need to be angry. I found this out when I went to Edinburgh a couple of years ago. They have a comedy festival in Edinburgh for the whole month of August. So it's similar to Avignon in France, but it's month of August. They open up pop-up bars outdoors. So you're allowed to drink alcohol outside in the 45 minutes of sunshine that they've got during the month of August. And so English people, British people, we queue up for the bars. We queue up for miles because we love queuing up. I don't know what it is, we fucking love queuing. Especially if there's a beer at the end of the queue. We're in heaven. So I'm in a queue. I'm in the queue for one of these bars outdoors. It's about 20 minutes long. I'm slowly getting to the front. As I get to the front, there's a guy who tries to jump in line. He just tries to squeeze his way in. You know, like in France, how you just fucking squeeze your way in. You pretend that you're on the phone. You're like, pow! You're in the queue. Right? The people that were around me, this guy jumped in. We're all English, so we're all a little bit too nice. We're like, oh, well, I guess he wins then. I guess that's what's happening here exactly after you, sir. Not the Scottish. Because from 25 people behind me, I didn't even see the guy's face. All I heard was a voice going, oh, yeah, you bastard! Are you just going to jump in line there like a fucking prick?
The whole queue shit themselves. Everyone in the queue was like, what the fuck is going on? The guy who jumped in jumped straight back out, was like, I'm so sorry. I thought there was a double queuing system here. I thought there was one by card, one by cash. I'm awfully sorry. I'll head straight to the background now. Oh. I thought just the power of that voice, that's the only reason, because in an English voice, that doesn't work. You can't be like, excuse me, young man, please leave the queue immediately. It's not the same impact. So, what I would like to do is I would like to pay for this Scottish man to move here to France to deal with the queuing systems in France. That's what I want to do. Parce que vous savez pas faire la queue en France. On va l'admettre, on sait pas faire la queue. Moi, je prends le bus assez souvent pour venir ici au théâtre. Quand je prenais le bus en Angleterre, ça, c'est un arrêt de bus en Angleterre. Moi, je suis le premier arrivé à l'arrêt de bus, tout va bien. Les gens qui arrivent après moi, eh ben, on fait une petite queue comme ça. Hello, how are you? Yes, you're in the queue, fantastic. How long have you been waiting? Oh, the weather's terrible. Yes, fantastic, lovely. Comme ça, on va savoir qui va rentrer dans le bus, dans quel ordre, qui va prendre quelle place. C'est un système génial. En France, ça, c'est un arrêt de bus. Moi, je suis le premier arrivé. J'arrive, je suis premier. Il n'y a personne autour, personne. Le bus arrive, toujours personne. Mais dès que les portes s'ouvrent, il y a 25 personnes qui sortent de nulle part et qui passent devant comme des connards. Ah ouais. Moi, je suis trop gentil, je suis trop anglais, je suis trop poli. I guess you win then. I guess that's what's happening there after you, sir. J'ai envie de payer l'Écossais qui viennent voir ça. Oh, you bastard! Get off the bus with your fucking pass, Navigo! Ça, ce serait cool. Les passes Navigo, à Paris, c'est les sans contact qu'on utilise pour payer les transports. Dans quasiment toutes les villes en France, il y a ça. Et il y a un truc incroyable, les femmes, partout en France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez sortir les passes de vos sacs. Parce que je vois des femmes avec leur sac entier sur le lecteur sans contact. Il n'y a rien qui se passe. On est 25 derrière, mais sors la carte, s'il te plaît! Non, ça va traverser le cuir. Tu vois, connard. Et nous, les mecs, on est pareil. On garde ça dans la poche arrière et on tente. Allez, on y go. C'est quelque chose de très culturel, faire la queue. Je sais pas pourquoi en Angleterre, on aime ça. On aime bien faire la queue. C'est quelque chose, on respecte. C'est une question de respect. Pour nous, c'est vraiment, t'arrives en premier, tu passes en premier. Chacun son tour. En France, j'ai un peu l'impression que c'est chacun pour sa gueule. À part dans les boulangeries. Je sais pas ce qui s'est passé dans vos boulangeries, mais vous faites la queue, un truc de malade. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vous faites la queue, il y a quelqu'un qui veut juste voir la vitrine. Qu'est-ce que tu fais? Mais je regarde juste. Ah bon? Parce que la queue, elle commence à 25 km par là, d'accord? Wow. Calmez-vous. Le pain, il est sacré, je sais, mais... Je me suis dit, mais prenez cette culture de faire la queue dans les boulangeries, exportez ça dans d'autres parties de la vie en France. Non, moi j'ai besoin de prendre mon bus. Pff, dégage. Hey, tellement vous savez pas faire la queue que dans les trucs vraiment administratifs, faut prendre un numéro à chaque fois. Parce que vous savez pas faire la queue. T'es quel numéro? 252. Ah ouais, cool. Incroyable. Donc ça fait 9 ans que je suis en France. Voilà, je suis arrivé il y a 9 ans. Et à la base, quand je suis venu ici, c'était pas pour faire de la scène. J'avais un boulot. Je travaillais chez Apple, comme je dis au début du spectacle. Et j'ai travaillé pendant longtemps chez eux. J'ai déménagé en France à cause d'eux. Et j'ai continué à travailler chez eux. J'avais un poste assez important. J'étais formateur mondial à la fin de mon temps là-bas. J'étais payé pour voyager le monde, classe affaires, hôtel de luxe. C'était vraiment cool. Mais en 2015, après 9 ans total dans cette boîte, j'ai décidé de démissionner. J'ai décidé de démissionner pour suivre mon rêve, de faire rire les gens sur scène. Et je suis hyper content que 3 ans plus tard, je me retrouve ici à la Nouvelle Ève avec un public de malades. Donc je suis vraiment très content. Merci d'être venu. Thank you. Ouais. Merci beaucoup. Mais je sais, là vous applaudissez, vous êtes sympa, mais je sais qu'à l'intérieur de vous, les Français, vous faites « Il est con quand même ». Parce qu'à chaque fois que j'annonçais à un Français que je démissionnais pour suivre mon rêve, ils m'ont tous fait « Ah, t'es con !»
tu démissionnes, Paul? Je dis, ouais, je démissionne. C'est quoi le problème? Oh, Paul, stop, tu peux pas démissionner. Attends, laisse-moi bien réfléchir, Paul. Tu cherches pas à être viré de ton poste et tu demandes pas une rupture conventionnelle au moins? Oh, Paul, t'es con. Et je comprenais pas le système, je comprenais pas pourquoi. Parce que l'autre côté de la Manche, quand j'ai annoncé ça à mes amis anglais, que j'allais suivre mon rêve et tout ça, tout le monde vraiment soutient à 100%. Mes potes, oh, you're quitting your job to follow your dreams. That's amazing, Paul. That takes balls. Congratulations. We'll follow you following your dreams. It's going to be out of control. Good luck. Amazing. Fantastic. Even my parents. It's difficult to announce to both your parents that you're going to quit a job, a stable job that pays well, basically to do nothing with your life. And both of them, even though they've been separated for 20 years, they both said to me the same thing. They both said to me, Paul, that's amazing. You're following your dreams. Congratulations. We weren't able to follow our dreams because we had you. So, follow your dreams. Merci, mes parents, super. Mais soutien à 100%. Les Français de l'autre côté, c'était non, ouais, t'es con, Paul, tu vas pas, tu peux pas. Et j'ai dit, mais c'est quoi le problème si je démissionne? Je comprends pas ton... Il me dit, Paul, si tu démissionnes tout court, bah tu toucheras pas les acédiques. Je comprenais pas, j'ai demandé la traduction à mon pote, il me fait, bah je sais pas moi, if you just quit your job, bah you will not touch the acidic. What? Sorry, I will not touch the acidic. What? What are you talking about? Et il me dit, ouais, Paul, the best case scenario for you in life is to get fired from your job, then you will touch the acidic for 2 years, and then you will have happiness inside of you, okay? I had no idea what was going on. No idea. Mais j'ai fini par comprendre, j'ai fini par faire des recherches, on m'a expliqué que le système français, le gouvernement, c'est cool, c'est vraiment intéressant, on peut avoir 2 ans de salaire si on est viré d'un poste ou si on obtient cette rupture conventionnelle, et ça s'appelle toucher les acidiques pendant 2 ans. Great, you guys are hilarious. Une fois que j'ai appris ça, je me suis dit, peut-être que j'ai été con. Peut-être que j'aurais pu profiter du système comme vous et essayer d'être viré de moi. Je me suis dit, oh, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est arriver à ma dernière journée chez Apple et juste me déshabiller. Wouh! Être viré et gagner ma vie pendant 2 ans, pendant que je galérais dans des petites salles devant 5 personnes. Mais j'ai pas fait ça parce que pour moi, je me suis dit, cet argent-là, c'est pas pour moi, c'est pour des gens qui se font vraiment virer. Moi, j'ai décidé de quitter. Ça, c'est mon problème. Il faut que j'assume. Donc, j'ai mis de l'argent à côté. Donc, j'ai assumé ça. Donc, j'ai démissionné. J'ai vraiment démissionné. Le gouvernement m'a rien payé pendant 2 ans, pendant que je galérais. Mais je me suis dit, le vrai avantage pour moi dans tout ça, c'est que j'ai touché aucune acidique de personne. So, in the end, I was very happy. J'ai appris après que ACDIC, c'est un acronyme de Association d'emploi dans l'industrie et le commerce. C'est vraiment très compliqué comme acronyme. Et je me suis rendu compte, en France, vous faites des acronymes, vous raccourcissez beaucoup les mots. Il y a des acronymes partout et vous raccourcissez des mots. Au lieu de dire cet après-midi, vous dites cet après-midi, comme d'hab. Des trucs comme ça, l'ophtalmo. Et j'ai compris pourquoi vous raccourcissez beaucoup de mots. C'est parce que vous êtes hyper pressé et vous voulez pas perdre de temps. Et vous êtes pressé parce que vous êtes toujours en retard. Et pourquoi vous êtes toujours en retard? C'est parce que vous perdez votre temps à taper la bise à tout le monde, partout, tout le temps. J'ai compris maintenant comment ça fonctionne ici. Donc je commence à apprendre la culture. Niveau français, ça va, j'ai appris le français. Mais en apprenant le français, je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans la langue française que vous faites exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français. Par exemple, surtout les Anglais, par exemple les anglicismes. Vous ajoutez des anglicismes dans la langue française. Moi, ça me va. Moi, j'adore ça parce que je me suis dit, oh cool, c'est ma langue. Je vais pouvoir apprendre le français plus vite parce qu'il y a ma langue à l'intérieur. Non. Parce que vous avez ajouté des anglicismes dans la langue française qui ne sont pas des mots anglais. Comme le footing. Le footing, ça n'existe pas en anglais. The footing doesn't exist. It's not an English word. Can we go footing together? No, we fucking can't. Mais on va faire un petit footing ensemble? Bah oui, on va faire un petit footing au but de chemin. Allez, on y va. Et j'ai appris que footing, ça veut dire courir, mais lentement. C'est pas courir, c'est pas marcher, c'est entre les deux, c'est courir lentement. Ce qui est bizarre, c'est qu'en anglais, on a déjà un mot qui termine en ing pour courir lentement, c'est jogging. Et je me suis dit, mais pourquoi en France, vous n'avez pas juste pris le mot jogging, transporté ça dans la langue française pour dire exactement la même chose? Non. Parce que pour vous, le jogging, c'est le pantalon que tu mets pour aller faire du footing.
Et je me suis dit, forcément, il y avait une conversation quelque part à l'Académie française pour intégrer ces nouveaux mots-là. C'est eux qui gèrent la langue française. Ils étaient là dans une réunion un peu underground, un peu secrète, où ils disaient « Welcome to the secret meeting at l'Académie française, everybody. Today on the agenda, we need to fuck the English language as much as possible. Okay? We need to insert new words in the French language that look and sound like English words, but are not English words. Okay, we need, number one on the list, a new word for running slowly. Does anybody have an idea what we could use for running slowly? Running slowly. Anybody have an idea what we could use running slowly? Jean-Jacques, you have an idea? Oh, bah oui, moi j'ai une idée, bien sûr. Écoute, les Anglais, c'est des connards. Et on s'est bien démerdé avec le mot jogging, déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce niveau? Moi, je propose qu'on prenne un mot anglais, on ajoute juste ing à la fin. Comme ça, on est bien. Donc, pour courir lentement, qu'est-ce qu'on va faire? Pour courir lentement, on a besoin de nos pieds. C'est quoi le mot pied en anglais? Foot. Le footing. Oh, le footing, Jean-Jacques. You are on fire, my friend. Oh, maybe you have a suggestion for the second word on the list. We need to clean our clothes, but we don't want water. No water, but cleaning the clothes. Jean-Jacques, écoute, les Anglais, ils disent le dry cleaning. Le dry cleaning, oh, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Par contre, dans les dry cleaning, il y a une machine qui va appuyer les vêtements. Il y a de la vapeur qui sort. Le verbe appuyer en anglais, c'est quoi? Press. Eh ben, le pressing. Oh, Jean-Jacques, augmentation! Maybe you have a suggestion for the third one on the list. Ladies, you want to look beautiful in the hairdresser? Hein? Jean-Jacques. Écoute, les Anglaises, elles disent le blow dry. Je vais me faire un petit blow dry. C'est un peu sexuel quand même, le blow dry. Par contre, dans les blow dry, il y a un sèche-cheveux, il y a une brosse. Brosse en anglais, c'est brush. Et ben, le brushing. Je crois que tous ces mots ont été inventés dans cette réunion parce qu'il n'y en a aucun qui existe en anglais. Il y en a un que j'ai trouvé qui existe dans les deux langues. C'est dressing. Ça existe en français et en anglais. Sauf qu'en anglais, le dressing, c'est pas là où on met les vêtements, c'est ce qu'on met sur une salade. Ouais, on aime bien emmerder les Anglais, voilà. Et au début, moi, je savais pas qu'il fallait prononcer ces mots-là à l'anglaise, parce que comme c'est pas des mots anglais, je pensais que c'était des mots français. J'ai vu pressing sur un bâtiment, moi, je l'ai prononcé pressinge au début. Ah ouais, Paul, t'es con. Ah ouais, non, c'est un mot anglais, t'étais pas au courant ou quoi? C'est pas un mot anglais, en fait. Pas un mot anglais, mais pour vous emmerder, les Anglais, il faut prononcer tous ces mots-là à l'anglaise. Voilà, pressing, footing, brushing, zapping, lifting, relooking. Relooking, un relooking. C'est quoi un relooking? On est d'accord pour avoir un relooking, il faut un looking à la base. Mais looking, ça existe pas, mais relooking, ça existe. Bah ouais, parce qu'on aime bien emmerder les Anglais, voilà. Donc j'ai appris qu'il fallait prononcer tous ces mots-là à l'anglaise. Je suis rentré dans un supermarché, je dis « Excusez-moi madame, je cherche le shampooing ». Non, Geneviève Le Teubé est de retour. Vous voulez dire shampoing, monsieur, c'est ça? Shampoing, c'est comme le mot coin, mais shampoing. Donc je crois que vous faites ça exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français. L'autre truc que vous faites avec la langue française exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français, c'est le système du verlan. Système d'inverser les mots pour aucune raison, ouais, c'est un truc de ouf, truc de ouf, ouf. Le mot ouf, à la base, moi je pensais que c'était un vrai mot français. Je pensais que c'était juste un synonyme pour génial. Je l'entendais dans les mêmes contextes, ouais, c'est génial, c'est ouf, ok, ouf, ça doit être un mot que je connais pas. On m'a dit non, Paul, en fait, comment te dire, en fait, le mot ouf, c'est le mot fou, mais à l'envers. Level 2 unlocked. Je comprends tout. J'ai tout compris. J'avais aucune idée. Après, on me dit non, ouais, c'est pas la meilleure, Paul. C'est que le mot verlan, Paul. C'est le mot l'envers. Ah, l'envers! J'avais aucune idée. Au début, j'entendais des gens qui disaient Comas, c'est Comas, il est Comas, c'est petit Comas, grand Comas, le vert Comas. Je voulais pas passer pour un con, je voulais pas demander à une personne, donc j'ai demandé à Internet. Et s'il y a un truc qu'il faut pas taper dans Google, c'est les deux mots ensemble, come as. C'est pas du verlan, ça. Non. Donc j'ai continué. Ok, il faut que j'inverse les mots. Ok, c'est cool. Sauf que ça s'arrête pas là, le verlan, parce qu'il y a le double verlan.
des mots qui ont été doublement verlanisés. Et si j'ai bien compris la logique, c'est qu'une fois que le mot verlan il rentre dans le dictionnaire officiel, eh ben vous recommencez le processus de verlanisation pour recréer un autre mot derrière. Le mot femme en verlan normal, c'est quoi? Meuf. Mais meuf est rentré dans le dictionnaire maintenant, donc les gens ils disent quoi? Femeux. Femeux. Femeux, c'est pas un mot, femeux, on est d'accord, c'est des bruits qui sortent. Femeux, femeux, femeux. Pareil avec le mot arabe. Arabe est devenu beurre. Beurre est rentré dans le dictionnaire et les gens ils disent quoi maintenant en France? Terroriste, c'est ça. Parce que vous êtes des racistes. Voilà. Je pensais que ça s'arrêtait là. Ça s'arrête pas là, le verlan, parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Le quebla est parti en 2 spies ». Mais il y a quel mot qu'il faut inverser là-dedans, je comprends. Oh, le black est parti en speed. Well, fuck you, that's my language. Why are you switching my language? I'm trying to learn French. Now you're taking English words, switching them backwards. Ouais, parce qu'on aime bien emmerder les Anglais, voilà. Hey, c'est compliqué d'apprendre le français. Mais ce que j'adore avec la langue française, c'est que elle est plus riche. Elle est plus riche comme langue, c'est une langue plus riche. Il y a des expressions qui existent en français, des façons de s'exprimer qui n'existent pas en anglais. Je préfère la langue française parce que quand je suis énervé en français, par exemple, contre le pied de micro qui fonctionne pas, en français, je peux dire « Oh, putain, ça me fait chier !» Je peux pas, en anglais, dire la même chose. Je peux pas dire « Oh, the prostitute, it makes me shit !» Elle est plus riche, votre langue. Et cette phrase n'existe pas en anglais parce qu'en Angleterre, nous, on n'a jamais été autant en colère de notre vie qu'il fallait qu'on chie, en fait. C'est jamais arrivé, même pas une fois, mais en France, la situation s'est passée plusieurs fois pour que l'expression existe. Quelqu'un était là, je suis tellement en colère, je suis tellement énervé, je reviens dans 5 minutes, j'ai besoin de chier. Parce qu'un truc comme ça peut nous faire chier. This can make you shit. It can actually physically make you shit. Et c'est pas juste les choses qui peuvent nous faire chier en France, les gens peuvent nous faire chier. People can make you shit. Je peux dire par exemple, Benjamin, tu me fais chier. That exists. You make me shit. À cause de toi, je dois chier. You make me shit. Ça, c'est un super pouvoir que vous avez en France. C'est de faire chier les gens sans leur toucher, sans même leur parler. C'est incroyable. Mais c'est cool parce que c'est réciproque. Parce que si je veux, eh ben, je peux envoyer chier Benjamin. I can send you to shit. Je peux t'envoyer chier. I can send you to shit. Mais la logistique derrière, j'ai aucune idée comment ça se passe. Zéro. Je sais pas. Et si c'est pas envoyer chier, bah on peut emmerder les gens. You can put shit inside of people. Je peux t'emmerder. I can put shit inside of you. I have to collect it over here somewhere first. Then put it inside. Je t'emmerde. Moi-même, parfois, à la maison, moi-même, tout seul, je me fais chier. I make myself shit. J'ai rien mangé d'épicé, mais je me fais chier. Avant de monter sur scène ce soir, je me chiais dessus. Vraiment. Parce que je voulais pas que le spectacle soit nul à chier. En fait, c'est une langue de merde. C'est ça le problème. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, thank you very much. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Wow. Thank you very much. Merci beaucoup. Cheers. Douce France, cher pays de mon enfance, Thank you very much. bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ladies and gentlemen, thank you very much. Have a great evening. See you again sometime soon. Good night. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime
dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance. Hey, man. Love your video. Thank you, man. That's very kind of you. Je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Salut, ça va? Je vais en reprendre une deuxième, s'il te plaît. Ça marche.